Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais à un premier rendez-vous, ce qui, je l'admets, n'arrive pas souvent, et ma nouvelle amie et moi étions en train de rire et de passer un bon moment. Les choses allaient bien et puis elle m'a demandé si j'avais mon propre appartement. Je me suis lentement enfoncé dans ma chaise et j'ai admis qu'à 27 ans, je vivais toujours chez mes parents. À la seconde où j'ai dit cela, son humeur a instantanément changé. Environ 5 minutes plus tard, elle s'est excusée et a quitté le rendez-vous. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais me mettre sérieusement à acheter une maison. Tout ce que j'avais à faire, c'était de trouver un moyen d'amasser suffisamment d'argent pour verser un acompte. Ceci étant dit, laissez-moi vous faire part des 5 étapes que j'ai suivies pour y parvenir et, si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour découvrir d'autres contenus qui changent la vie. Étape 1. Développer un flux de revenus. Avez-vous déjà entendu le dicton « Ne mettez pas la charrue avant les béhufs » ? Eh bien, je ne suis pas un expert en chevaux, mais je peux vous dire que ce dicton s'applique également à l'épargne pour un acompte. Avant de commencer à épargner pour un acompte, la première chose que vous devez avoir en place est un moyen de générer un revenu. Pour la plupart des gens, ce flux de revenus prendra la forme d'un emploi. Il n'y a rien de mal à avoir un emploi, à l'exception de toutes les limitations qui l'accompagnent. Quelles sont ces limites ? Laissez-moi vous expliquer. Économiser suffisamment d'argent pour un acompte n'est pas une mince affaire. Il y a de fortes chances que vous deviez amasser bien plus de 100 000 $ pour vous permettre d'accéder à la maison que vous désirez. Maintenant, pour certaines personnes, la perspective d'épargner 6 chiffres est une proposition facile, mais je suppose que pour la plupart, épargner cette somme d'argent semble plutôt intimidant. En fait, je sais que cela semble probablement impossible pour la plupart des gens, simplement en se basant sur les montants d'épargne de l'Américain moyen. Fin 2020, l'épargne médiane des Américains n'était que de 3 500 $, ce qui est loin des 100 000 $ ou plus dont vous auriez besoin pour vous acheter une maison. Vous pouvez mettre ce manque d'épargne sur le compte de mauvaises habitudes de consommation ou de la hausse des prix à l'épicerie, mais la véritable cause de ces chiffres d'épargne médiocres est l'insuffisance des revenus. Il est assez difficile d'épargner de l'argent quand on en gagne à peine pour commencer. Malheureusement, votre emploi ne vous permettra peut-être pas de gagner le revenu dont vous avez besoin pour épargner votre mise de fonds. C'est pourquoi je vous recommande toujours d'intégrer une activité secondaire ou une entreprise secondaire à vos revenus. Ainsi, lorsque je dis que l'étape 1 consiste à développer un flux de revenus, ce que je veux dire, c'est que vous devez développer plusieurs flux de revenus afin de pouvoir amasser cet acompte avant d'avoir 90 ans et de porter des couches pour adultes. Étant donné que vous êtes probablement curieux de savoir quelles autres sources de revenus je vous recommande de développer, je vais vous en faire part brièvement. La première source de revenus que vous devez développer est une activité en ligne. À la surprise de la plupart des gens, Internet n'est pas seulement un endroit où l'on partage des mèmes et où l'on regarde les publications embarrassantes de votre tante sur Facebook, c'est en fait un paradis pour faire de l'argent avec la possibilité d'offrir de la valeur à grande échelle du bout des doigts. L'autre façon de gagner de l'argent, surtout lorsque vous développez votre activité en ligne, est de trouver un emploi à temps partiel. Je recommande cette approche aux gens pour 2 raisons. Premièrement, elle vous permettra de gagner de l'argent immédiatement. Deuxièmement, lorsque vous recevrez ces chèques de salaire médiocres, cela ne fera que vous motiver davantage à trouver des moyens plus efficaces de gagner de l'argent, ce qui ne vous servira pas seulement dans votre quête pour épargner pour un paiement initial, mais favorisera la croissance de votre richesse au fil du temps. Étape 2. Déterminez le montant cible de votre mise de fonds. Maintenant que vous disposez d'une certaine somme d'argent, l'étape suivante consiste à déterminer le montant que vous devrez réellement épargner pour votre mise de fonds. Bien que les règles semblent changer constamment, je pense toujours qu'économiser au moins 20% pour votre mise de fonds est une bonne idée. Je sais que certaines personnes seront d'emblée en désaccord avec ce conseil. Beaucoup diront qu'épargner 20% prend tout simplement trop de temps ou vous met dans une position où vous laissez passer des rendements plus importants en allouant une si grande partie de votre capital libre à votre mise de fonds. Ces arguments sont justes, mais ils négligent 3 facteurs qui, à mon avis, sont en fait plus importants. Premièrement, si vous ne versez pas 20% d'acompte, vous vous exposez à une assurance hypothécaire privée, PMI. Il s'agit d'un coût d'assurance que vous payez d'avance sur votre prêt et qui varie généralement entre 0,5 et 1,5%. Par conséquent, même si vous pouvez obtenir un rendement supplémentaire en ne versant pas 20% d'acompte, vous pouvez également éviter l'assurance hypothécaire privée. Deuxièmement, en assumant une hypothèque plus petite, vous réduirez votre risque de taux d'intérêt. Comme vous le savez, les taux d'intérêt ne sont pas statiques et si vous vous retrouvez dans une situation où vous pouvez à peine faire face à vos paiements lorsque les taux sont bas, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes lorsqu'ils augmenteront,
ce qui peut être partiellement évité en versant un acompte plus important. Enfin, nous avons déjà suffisamment de dépenses à gérer sur une base mensuelle et en mettant un peu plus d'argent de côté, vous pouvez réduire vos paiements, facilitant ainsi votre situation de trésorerie. Maintenant que j'ai solidement défendu ma position sur le fait d'avoir une mise de fonds de 20%, il ne reste plus qu'à calculer combien ces 20% représentent en dollars réels. Par exemple, pour une maison de 500 000 $, vous aurez besoin d'économiser 100 000 $ et ce montant change à mesure que vous augmentez ou réduisez votre budget logement. En parlant de budget, passons maintenant à l'étape numéro 3. Étape numéro 3, établir un budget. Comme je le dis toujours, un objectif sans plan n'est qu'un souhait, et de la même façon que j'aurais souhaité avoir une maison à l'époque où je sortais avec quelqu'un, vous souhaiterez avoir établi un budget il y a des années si vous cherchez maintenant à acheter une maison. Je sais bien que les gens détestent les budgets. Certaines personnes n'aiment pas les budgets parce qu'ils peuvent sembler trop restrictifs. Pour d'autres, qui ne savent pas faire la monnaie sur une pièce de 25 cents, le simple calcul d'un budget peut être décourageant. Cependant, quelles que soient les excuses qui vous retiennent, je peux presque garantir que si vous n'avez pas de budget, vous finirez par échouer dans votre quête pour acheter votre prochaine maison. Si vous voulez mon avis, les deux raisons les plus importantes d'avoir un budget dans vos efforts d'épargne pour la mise de fonds sont de fixer des attentes et de maintenir la progression. Pour ce qui est de fixer des attentes, il est bon de savoir combien de temps vous devrez probablement épargner pour arriver à un point où vous aurez la mise de fonds dont vous aurez besoin pour enfin accéder à la maison que vous voulez. Par exemple, si vous avez déterminé que vous aurez besoin d'une mise de fonds de 100 000 $ et qu'à l'heure actuelle vous épargnez en moyenne 20 000 $ par année, vous pouvez vous fixer une date d'achat potentielle dans 5 ans. Cependant, il se peut que 5 ans soit trop long pour vous et que vous vouliez plutôt acheter une maison dans 2 ans. Pas de problème. Cela signifie simplement que votre nouvel objectif sera d'économiser 50 000 $ par an, que vous pourrez répartir en objectifs d'épargne mensuel et adapter vos dépenses en conséquence. En répartissant vos efforts d'épargne de cette façon, vous pouvez vous assurer que si vous atteignez votre objectif chaque mois, vous progressez dans une direction positive, ce qui vous permettra d'atteindre la progression dont vous aurez besoin pour acheter votre maison le moment venu. Étape 4. Décidez où placer votre épargne. À ce stade, vous gagnez de l'argent et savez exactement combien vous devez épargner chaque mois pour amasser votre future mise de fonds. La question est de savoir où placer tout cet argent. J'aimerais pouvoir vous donner une réponse toute faite à cette question, mais la réalité est qu'il n'y a pas vraiment de meilleure réponse, seulement quelques options qui méritent d'être considérées. Lorsqu'il s'agit de savoir où stocker les fonds de votre acompte, vous avez vraiment 3 choix, sous votre lit, à la banque ou sur le marché. Stocker son argent sous son matelas peut sembler cool, mais cela entraînera probablement des problèmes de dos. Il ne reste donc plus qu'à le stocker à la banque ou à le placer sur le marché. Si vous voulez mon avis, le choix se résume à la durée pendant laquelle vous pensez devoir épargner jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif d'épargne. Par exemple, si vous n'avez besoin d'épargner que pendant 1 an, le rendement que vous obtiendrez par rapport au risque auquel vous devrez vous exposer en investissant n'a probablement aucun sens. Pourquoi risquer une baisse importante du marché pour obtenir quelques milliers de dollars de rendement supplémentaire? Par contre, si vous avez besoin de plusieurs années pour économiser votre mise de fonds, votre risque sera réparti sur une plus longue période et les rendements globaux pourront être beaucoup plus élevés. De plus, certains comptes d'investissement vous permettent de retirer des fonds de votre compte. Étape 5. Accélérer le processus. Si vous êtes comme moi et que vous aviez un besoin immédiat d'acheter une maison après avoir essuyé de nombreux refus, vous voulez probablement accélérer le processus d'accession à la propriété. Bien qu'il y ait du mérite à être patient dans la vie, il faut parfois accélérer le rythme, surtout lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs financiers les plus élevés, dont l'achat d'une maison. La vérité est que la seule façon de faire des bonds en avant dans votre processus d'épargne pour la mise de fonds est de gagner plus d'argent. Bien sûr, vous pouvez vous passer d'un café par-ci, d'une soirée par-là, mais est-ce que cela va faire avancer vos efforts d'épargne pour votre mise de fonds? Non. Cependant, gagner 2 000 $ de plus par mois pendant 1 an accélérera-t-il votre calendrier d'épargne? Absolument. J'ai probablement l'air d'un disque rayé à ce stade, étant donné que je parle souvent du revenu comme étant le principal moteur de la richesse, mais j'en parle sans cesse parce que c'est vrai. Il y aura toujours une limite à la réduction des dépenses, mais les gains sont illimités. Je sais que dans mon propre parcours d'achat d'une maison, si je n'avais compté que sur mon revenu de 9 à 5, j'aurais encore épargné jusqu'à ce jour. Heureusement, j'ai eu la clairvoyance, il y a plusieurs années, de commencer à créer d'autres sources de revenus, comme ma chaîne YouTube, Betterment Boss et mon activité de freelance en ligne,
ce qui m'a procuré le revenu supplémentaire dont j'avais besoin pour acheter ma maison des années plus tôt. Maintenant, pour ceux qui cherchent à acheter une maison dans les prochaines années, je me tiendrai probablement à l'écart de la création d'une entreprise en ligne dans le but d'économiser une maison, car d'après mon expérience et celle de mes pairs, il faut généralement quelques années pour que ce type d'entreprise ait vraiment de l'influence. Cependant, il existe heureusement d'autres modèles d'entreprise que j'utilise et que vous pouvez adopter, qui peuvent vous aider à vous lancer. Une activité à envisager est le drop servicing. Il s'agit d'obtenir des contrats de clients, de trouver des freelances pour réaliser les 10 projets et de percevoir la différence de bénéfices. De nombreuses entreprises fonctionnent selon ce modèle et vous pouvez commencer à gagner de l'argent dès que vous concluez votre premier contrat. Vous pouvez également vendre vos compétences et votre expertise dans le monde toujours plus vaste du freelancing en ligne. C'est ce que j'ai fait pour gagner quelques milliers de dollars supplémentaires par mois au cours des 2 dernières années. Ce que je trouve génial dans ce moyen de gagner un revenu supplémentaire, c'est que l'apprentissage d'une compétence que vous pouvez vendre peut être assez peu coûteux. Vous pouvez littéralement regarder des tutoriels sur YouTube et acquérir suffisamment de compétences pour lancer votre activité de freelance. Sans compter qu'avec l'aide de sites comme Upwork, trouver des clients peut être plus facile que vous ne le pensez. Tout cela pour dire qu'il y a certainement des moyens de faire des revenus supplémentaires et lorsque vous trouvez un qui fonctionne pour vous et le combiner avec les étapes que j'ai précédemment partagées, vous serez la signature sur la ligne pointillée de votre propriété en un rien de temps. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez passer de la vie que vous avez à la vie que vous méritez, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant.